Pendant des siècles, les textes taoïstes ont circulé dans des traductions qui omettaient systématiquement leurs parties les plus opérationnelles, comme si quelque chose d'essentiel devait être maintenu hors de vue. Cela ne s'est pas produit par hasard ni par simple erreur académique, mais en raison d'une profonde incompatibilité entre les visions du monde. Le taoïsme ancien n'a pas été conçu comme un système de croyances, mais comme une technologie de perception, de corps et de conscience. Lorsqu'une tradition enseigne que la réalité peut être ajustée à partir de la façon dont nous respirons, ressentons et bougeons, elle remet en question tout modèle de pouvoir basé sur le contrôle externe. La question qui se pose n'est pas de savoir si ces enseignements étaient vrais ou faux, mais pourquoi ils ont été rendus inoffensifs. Toute philosophie qui menace la manière dont le sujet est gouverné tend à être neutralisée avant d'être comprise. Le taoïsme ancien émerge dans un contexte où la cosmologie, l'éthique et la physiologie n'étaient pas des domaines distincts, mais les expressions d'un même principe organisateur. Le Tao n'était pas une idée à débattre, mais un ordre vivant à reconnaître dans l'expérience directe. Cela exigeait du pratiquant non pas la foi, mais un raffinement perceptif, une discipline interne et une observation rigoureuse de sa propre vie. Cette exigence a rendu le taoïsme intraduisible pour les systèmes qui privilégiaient le dogme, le salut futur ou l'autorité institutionnelle. En étant classé comme philosophie abstraite, il a perdu sa fonction originale qui était de rééduquer simultanément le corps et l'esprit. Il ne restait plus que des aphorismes élégants, séparés de leur méthode. Reconnaître cette rupture est essentiel pour comprendre la portée de ce qui a été passé sous silence. C'est là que se positionne le canal Solstice, comme un environnement de recherche symbolique et conceptuelle. La proposition ici est de reconstruire des ponts entre le langage, la spiritualité orientale et la psychologie profonde, sans simplification motivationnelle. Solstice est né de la nécessité de traiter les traditions anciennes avec le même rigueur que celle appliquée aux grandes théories occidentales. Cela implique de lire les textes non seulement pour ce qu'ils disent, mais aussi pour ce qu'ils supposent sur le corps, le temps et la conscience. Pour comprendre l'impact de ces enseignements, pensez à quelque chose de quotidien et d'apparemment neutre, la façon dont nous respirons sous pression. Dans le taoïsme ancien, la respiration n'est ni automatique ni psychologique, mais l'axe d'une réorganisation énergétique et mentale. Les textes classiques décrivent que la longévité et la clarté ne dépendent pas du hasard, mais de pratiques précises. Ce type d'affirmation s'oppose directement à l'idée moderne du corps comme machine passive. Lorsque le corps est considéré comme un champ de culture conscient, toute la notion de maladie, d'émotion et de vieillissement se transforme. C'est le choc de conscience que produit le taoïsme. Ce n'est pas un savoir destiné aux curieux, mais à ceux qui perçoivent qu'il manque quelque chose de structurel dans l'éducation moderne. Tout au long de cette série, nous présenterons 5 axes de l'ancien taoïsme qui ont été progressivement vidés de leur sens en Occident. Chaque axe sera traité comme faisant partie d'un système intégré, et non comme une curiosité historique. L'objectif n'est pas de convaincre, mais d'exposer des structures conceptuelles avec suffisamment de clarté pour qu'elles puissent être évaluées. Si ce type de recherche élargit votre champ de compréhension et correspond à votre quête intellectuelle, pensez à suivre la chaîne Solstice. L'inscription et le j'aime contribuent à soutenir un espace dédié à des contenus qui exigent du temps, de l'attention et de la profondeur. En restant, vous participez à une reconstruction silencieuse de connaissances qui n'ont jamais cessé d'exister. Le taoïsme ancien commence là où s'arrête la lecture superficielle. Et c'est exactement là que nous continuons ensemble. Au XIXe siècle, lorsque les missionnaires et les sinologues européens ont commencé à traduire des textes chinois classiques, il y a eu un épisode récurrent qui est rarement mentionné dans les manuels universitaires. Des passages entiers ont été délibérément omis ou édulcorés avant la publication. Il ne s'agissait pas seulement d'une difficulté linguistique, mais d'un malaise conceptuel. Les instructions sur la respiration, la rétention séminale, la circulation interne de l'énergie et le prolongement radical de la vie étaient considérées comme inappropriées pour le lecteur occidental. Dans des lettres privées, certains traducteurs admettaient que ces contenus compromettraient la respectabilité du texte.
Le taoïsme commençait à être modelé pour s'inscrire dans des catégories philosophiques familières. Ce qui survivait était ce qui semblait inoffensif. Ce qui exigeait une transformation concrète était laissé de côté. Ce processus s'est intensifié à mesure que les universités européennes ont commencé à institutionnaliser les études orientales. Le Tao Te Ching, par exemple, est devenu un objet littéraire élégant, cité pour sa poétique et sa concision, mais déconnecté de ses commentaires techniques traditionnels. Les lecteurs recevaient des maximes sur la simplicité et l'harmonie, sans avoir accès au système corporel qui leur donnait leur sens. Cette fragmentation a produit une image partielle de la tradition. Le Tao a commencé à être compris comme une idée abstraite, et non comme un principe vivant. L'enseignement a perdu sa fonction pratique. Le récit officiel s'est stabilisé ainsi pendant des générations. Peu de gens ont remarqué ce qui avait été supprimé. Pendant ce temps, en Chine même, les lignées taoïstes continuaient à transmettre leurs méthodes de manière discrète. Les maîtres n'écrivaient pas pour le grand public, mais pour des disciples qui avaient déjà suivi de longues périodes de préparation. Les textes étaient délibérément obscurs pour ceux qui n'avaient pas reçu d'enseignement direct. Les paradoxes, les images déconnectées et les histoires apparemment absurdes fonctionnaient comme des filtres cognitifs. Ceux qui lisaient sans préparation ne comprenaient que la surface. Ceux qui pratiquaient reconnaissaient des instructions précises. Cette différence de lecture a rarement été prise en compte en Occident. Il en a résulté une interprétation littérale de textes qui n'ont jamais été conçus pour être lus littéralement. Un exemple historique révélateur apparaît dans les registres médicaux de la dynastie Han, où les pratiques taoïstes étaient décrites comme des formes légitimes de soins de santé. Les émotions étaient traitées comme des forces qui modifiaient la physiologie des organes. La respiration et la posture étaient prescrites avec le même sérieux que les herbes et les régimes alimentaires. Ce modèle intégratif a été abandonné lorsque la médecine moderne a commencé à séparer l'esprit et le corps. Ce qui était auparavant considéré comme un système cohérent est devenu du folklore. La mémoire de ce savoir n'est restée que fragmentaire. Ces fragments, isolés, semblaient irrationnels. Le contexte qui les rendait fonctionnels avait été perdu. Cet effacement ne s'est pas produit par confrontation directe, mais par adaptation silencieuse. Le taoïsme a été réinterprété afin de ne pas menacer les structures d'autorité fondées sur la morale, la productivité et le contrôle. Des concepts tels que le Wu Wei, initialement liés à une gouvernance minimale et à une action non coercitive, ont été décrits comme une simple passivité. La puissance critique de l'enseignement a été diluée. Ce qui pouvait remettre en question les modèles rigides d'organisation sociale est devenu une philosophie de résignation. Ce changement d'interprétation a eu des conséquences profondes. Une tradition qui enseignait l'autonomie interne a commencé à être considérée comme une contemplation inoffensive. La différence ne réside pas dans le texte, mais dans la lentille appliquée. Comprendre cette trajectoire historique n'est pas un exercice de dénonciation, mais de recontextualisation. En retrouvant l'environnement symbolique et pratique dans lequel le taoïsme est apparu, il devient possible de comprendre pourquoi certains éléments ont causé tant de malaise. La tradition n'offrait pas de consolation morale, mais une reconfiguration profonde de l'expérience. Elle exigeait une responsabilité vis-à-vis de son propre état interne. Cela n'est pas facilement assimilable par les cultures qui délèguent le sens à des institutions externes. Reconnaître ce décalage élargit la lecture des textes classiques. Ce qui semblait énigmatique commence à acquérir une cohérence. L'étude cesse d'être abstraite et devient fonctionnelle. Au fur et à mesure que cette vidéo avance, ces axes cachés seront présentés avec une clarté progressive et une rigueur conceptuelle. Le parcours exige de l'attention, mais il récompense par sa précision interprétative. Si ce type d'approche fait écho à votre recherche personnelle et académique, il est naturel de poursuivre. L'approfondissement commence ici même. Lorsque l'on tente de résoudre l'épuisement physique, émotionnel et cognitif uniquement à l'aide de solutions externes, les effets secondaires ont tendance à s'accumuler silencieusement. Les interventions isolées, telles que les stimuli artificiels de productivité, la médicalisation excessive ou les techniques de motivation déconnectées du corps, apportent un soulagement momentané et aggravent le problème structurel. Le schéma mental dominant recherche une compensation rapide
et non une réorganisation en profondeur. Cette logique crée des cycles d'épuisement, de rechute et de frustration récurrentes. Le taoïsme ancien part d'un diagnostic différent, selon lequel le problème ne réside pas dans le manque d'efforts, mais dans la manière dont l'énergie vitale est dissipée. Résoudre sans comprendre le fonctionnement interne génère plus de bruit que d'équilibre. C'est pourquoi les pratiques correctives doivent agir à la racine physiologique et perceptive de l'expérience. Le premier secret est la doctrine de la longévité radicale et de l'immortalité corporelle, comprise non pas comme une promesse mystique, mais comme un projet technique de raffinement biologique. Dans les textes anciens, vivre plus longtemps ne signifie pas accumuler des années, mais préserver la cohérence fonctionnelle entre la respiration, le métabolisme et le système nerveux. L'alchimie interne propose des exercices respiratoires lents, des postures spécifiques et une circulation consciente de l'énergie interne pour réduire l'usure cellulaire. Les recherches contemporaines sur la respiration diaphragmatique, la variabilité cardiaque et la neuroplasticité confirment des effets similaires à ceux décrits dans ces méthodes. L'objectif est de réduire la consommation inutile de ressources physiologiques. Cela se fait par la pratique quotidienne et non par la croyance. Cela fonctionne parce que le corps réagit à l'efficacité et non à la force brute. Le deuxième secret consiste à comprendre le Tao comme une réalité ontologique opérationnelle et non comme un concept abstrait. Cela signifie abandonner l'idée que la réalité est quelque chose de séparé de l'observateur. En pratique, il s'agit d'aligner les actions sur les rythmes naturels du corps et de l'environnement, réduisant ainsi les conflits internes. Lorsque les décisions sont prises dans un état d'agitation chronique, le coût énergétique est élevé. Le Tao, en ce sens, est la perception claire de la manière d'agir avec le moins de friction possible. Des études en neurosciences montrent que les états d'attention calme augmentent la précision décisionnelle et réduisent les erreurs. Opérer le Tao, c'est entraîner cette perception en permanence. Il faut le faire parce que cela améliore la clarté, le timing et l'économie d'énergie vitale. Le troisième secret est la théorie énergétique des émotions et de la maladie, qui rompt avec la fragmentation entre l'esprit et le corps. Les émotions prolongées ne sont pas seulement des états mentaux, mais des schémas physiologiques répétitifs qui surchargent des organes spécifiques. La colère maintient le système en état d'alerte continue, la peur épuise les réserves profondes, l'inquiétude constante compromet la digestion et l'assimilation. On sait aujourd'hui que le stress chronique altère l'inflammation, l'immunité et la fonction hormonale. Le taoïsme a décrit cela en termes énergétiques, mais le principe est fonctionnellement équivalent. La pratique correcte consiste à reconnaître l'émotion dans le corps avant qu'elle ne s'installe. Cela permet de prévenir la maladie plutôt que de la traiter après coup. Les autres façons de gérer les émotions, comme la répression, la rationalisation excessive ou la décharge impulsive, ne font que déplacer le problème. Ces méthodes maintiennent le corps dans un état réactif, même lorsque l'esprit croit résoudre quelque chose. Le taoïsme propose l'observation active et la circulation de l'énergie émotionnelle en évitant l'accumulation. Cela brise le schéma mental qui consiste à lutter contre ce que l'on ressent. L'efficacité réside dans le fait de permettre à l'émotion d'achever son cycle physiologique. Les recherches sur la régulation émotionnelle montrent des avantages similaires lorsqu'il y a une conscience corporelle. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais d'empêcher qu'elles ne deviennent chroniques. Cette différence est décisive. Ces 3 des 5 secrets fonctionnent parce qu'ils opèrent en dessous du niveau du discours rationnel, là où se forment les véritables habitudes. Ils exigent de la constance, pas de l'intensité, et de la précision, pas de l'excès. Ils doivent être pratiqués par ceux qui reconnaissent que l'effort sans alignement génère de l'épuisement. Avec le temps, la perception change, le corps réagit et l'esprit ralentit. Cela crée un nouveau schéma de fonctionnement. Il ne s'agit pas d'une solution alternative, mais d'une correction structurelle. Le taoïsme offre une méthode, pas une consolation. Si ce raisonnement clarifie quelque chose que vous avez déjà remarqué dans votre propre expérience, notez cet engagement de manière simple. Écrivez dans les commentaires la phrase « Je choisis de réorganiser mon énergie à la racine ».
ce geste symbolique renforce la décision interne de ne pas répéter les solutions qui produisent les mêmes effets. La suite de ce contenu approfondit ces principes avec encore plus de précision pratique. Continuer à suivre fait partie du processus de consolidation. L'étude s'achève dans l'application. Et l'application commence par une intention claire. Le quatrième secret du taoïsme ancien, le principe de Wu Wei, est souvent mal compris car il remet directement en cause la logique dominante de l'effort continu et du contrôle permanent. Wu Wei ne signifie pas l'absence d'action, mais une action qui ne viole pas l'ordre naturel des processus. Il s'agit d'intervenir uniquement lorsque l'intervention est nécessaire et dans la mesure où elle ne génère pas de résistance systémique. D'un point de vue psychologique, cela équivaut à réduire les comportements compulsifs de contrôle qui augmentent l'anxiété et l'épuisement. Les systèmes humains, tout comme les systèmes naturels, s'effondrent lorsqu'ils sont poussés au-delà de leur capacité d'adaptation. Le Wu Wei propose une intelligence du timing et non de la force. Cette idée s'oppose aux modèles sociaux basés sur la coercition et la productivité incessante. C'est pourquoi son potentiel a toujours été considéré comme politiquement gênant. Lorsqu'il est appliqué à l'organisation sociale et politique, le Wu Wei remet en question les hiérarchies rigides et les structures qui dépendent d'une surveillance constante pour fonctionner. Gouverner selon ce principe implique de faire davantage confiance à l'autorégulation qu'à l'imposition de règles excessives. En termes psychologiques collectifs, cela réduit les états chroniques de menace et de soumission. Des études contemporaines sur le leadership montrent que les environnements moins micro-contrôlés présentent une plus grande efficacité et une meilleure santé mentale. Le taoïsme a anticipé cette compréhension en affirmant que plus on force, plus la résistance augmente. La lecture occidentale, en réduisant le Wu Wei à la passivité, a neutralisé cette critique structurelle. Ce qui était une méthode d'action précise est devenu une caricature contemplative. Récupérer son sens original redonne de la profondeur au concept. Le cinquième secret concerne le caractère initiatique et non universel de la connaissance taoïste. Contrairement aux systèmes qui recherchent une diffusion sans restriction, le taoïsme ancien reconnaissait que certaines connaissances exigeaient une maturité éthique et émotionnelle pour ne pas être mal utilisées. Les textes attribués à Zhuangzi utilisent un langage paradoxal précisément pour empêcher une lecture littérale et une appropriation superficielle. Cette stratégie protège le contenu et teste simultanément le lecteur. D'un point de vue psychologique, cela fonctionne comme un filtre de maturité cognitive. Toutes les connaissances ne sont pas utiles à tous les stades de développement. L'exigence initiatique n'est pas de l'élitisme, mais de la responsabilité. Sans cette préparation, la méthode perd de son efficacité ou devient déformée. La tradition bouddhiste partage une logique similaire en affirmant que l'enseignement doit être adapté à la capacité de celui qui le reçoit. C'est ce qu'on appelle les moyens habiles, dans lesquels la forme de l'enseignement s'adapte au niveau de conscience du pratiquant. Le taoïsme a appliqué ce principe à travers des récits non linéaires et un enseignement progressif. L'Occident, en exigeant une clarté immédiate et universelle, a dissous cet aspect pédagogique. La connaissance a été transformée en objet informatif, non transformateur. Il en a résulté une compréhension superficielle de systèmes profonds. Récupérer le caractère initiatique implique d'accepter que la compréhension réelle demande du temps et de la pratique. La spiritualité cesse d'être une consommation et devient une culture. Dans la pratique, ce secret invite à revoir la manière dont on recherche la connaissance aujourd'hui. Accumuler des informations sans intégration corporelle et éthique génère une inflation cognitive et non de la sagesse. Le taoïsme propose que l'apprentissage consiste à réorganiser son mode de vie et non seulement à élargir son répertoire intellectuel. La psychologie contemporaine confirme que les changements durables dépendent de l'incorporation comportementale et non seulement de l'intuition intellectuelle. La connaissance initiatique agit précisément à ce niveau. Elle transforme les schémas avant de former des discours. C'est pourquoi elle ne peut être précipitée. La lenteur est ici fonctionnelle et non un obstacle. C'est le rythme correct d'un apprentissage profond.
En intégrant le Wu-Wei et le caractère initiatique de la connaissance, on forme une vision spirituelle cohérente et applicable. L'action correcte découle d'une perception claire et la connaissance correcte découle d'une préparation interne. Les deux rejettent les excès, qu'il s'agisse de contrôle ou d'information. Le taoïsme ancien offre un modèle dans lequel la politique, la psychologie et la spiritualité ne sont pas des domaines séparés. Elles sont les expressions d'un même principe organisateur. Ce modèle ne promet pas un confort immédiat, mais une stabilité profonde. Sa pertinence demeure précisément parce qu'il va à l'encontre des impulsions automatiques de la culture contemporaine. La compréhension de ces derniers secrets complète la carte conceptuelle de la tradition. À partir de là, l'étude cesse d'être théorique et commence à orienter des choix concrets. Si tout ce qui a été présenté pointe dans la même direction, peut-être que la question la plus fidèle à l'esprit taoïste n'est pas de savoir quoi faire ensuite, mais d'où vient exactement l'envie d'agir. Le taoïsme s'est toujours méfié des réponses hâtives, car elles naissent souvent du bruit intérieur et non d'une écoute profonde. Lorsque l'esprit est suffisamment calme, la bonne question apparaît d'elle-même. Cette question n'exige pas de solution immédiate, seulement de la présence. C'est à ce moment-là que l'étude cesse d'être informative et commence à devenir transformatrice. La philosophie revient alors à sa fonction initiale, qui est de guider la vie concrète. Le silence acquiert une valeur épistémologique. Tout au long de ce parcours, le principal bénéfice ne réside pas dans l'accumulation de concepts, mais dans la perception de relations auparavant invisibles entre le corps, les émotions, les décisions et le contexte. Le taoïsme ancien n'offre pas de grandes promesses, mais une réorganisation silencieuse de la perception. Lorsque l'on comprend qu'un effort excessif génère de la résistance et qu'un contrôle constant produit de la fragilité, quelque chose se déplace à l'intérieur. Ce changement n'est pas spectaculaire, mais constant. Il se manifeste dans la façon dont on respire, réagit et choisit. Le gain réel est la réduction des frictions avec sa propre expérience. L'étude commence à fonctionner comme un ajustement fin de la vie quotidienne. Cela est plus durable que n'importe quelle conclusion définitive. Si quelque chose dans ce contenu a résonné de manière spécifique, cette résonance est une donnée importante. Elle indique un point de contact entre l'enseignement et l'expérience personnelle. Partager cette perception, même de manière simple, aide à consolider la compréhension. Lire comment d'autres ont perçu des chemins similaires élargit le champ de lecture collective. La tradition s'est toujours appuyée sur l'échange entre praticiens attentifs. Il n'est pas nécessaire d'être totalement d'accord, il suffit d'écouter honnêtement. Chaque expérience rapportée ajoute une couche de sens. Le dialogue silencieux fait également partie du Tao. Le voyage proposé ici ne s'achève pas à ce moment-là et ne s'impose pas comme une obligation. Il se poursuit dans la mesure où l'attention s'approfondit et où l'intérêt reste vivant. Suivre ce parcours est moins une décision externe qu'une reconnaissance interne d'affinité. Le Tao n'appelle pas, il se laisse percevoir. Rester en contact avec ce type de recherche favorise une écoute plus précise au fil du temps. Si cela a du sens, partager et commenter est une façon naturelle de maintenir le flux actif. Le chemin reste ouvert, sans promesse et sans conclusion. Et c'est peut-être précisément ce qui le rend légitime.